Hello tout le monde! Hello tout le monde, salut Marcel. Ça va mon loulou? Bah, ça va très très bien, on va te retrouver encore d'accord, pour un nouveau mercredi, on est content. Salut le chat, salut tout le monde, salut la communauté produit, comme dirait Rémi, la voix du rewind. On est ravis de vous retrouver en ce mercredi 3 novembre. On a fait des petites décos Halloween très sympathiques. J'espère que nos invités en profitent et que je crois qu'à la fin de l'émission on verra qu'il n'y a plus rien dans le... C'est terrible. Dans le bol de Yolène. Comment ça va Marcel? Bah écoute, ça va et toi? Ouais, bah très très bien, on va parler Product Ops aujourd'hui, vous le savez, c'est le thème de l'émission. On est très bien entouré aujourd'hui, on va parler avec Charlotte et Yolène de Product Ops. Comment allez-vous mesdames? Charlotte, comment ça va? Bah, très bien, merci pour l'invitation et ravi d'être là et de découvrir l'after produit sur scène. De l'intérieur. Exactement. Ça va pas trop stresser du coup avec les petites lumières, Alors, les c'est caméras. impressionnant, hein, parce que c'est vrai qu'on le voit pas derrière, mais là on est, c'est très très pro. Et ben, on est ravis de t'accueillir en tout cas sur le plateau. Ça fait, on va parler de plein de choses, tu vas nous expliquer comment ça se passe côté Doctolib. On va parler un peu plus en détail évidemment de ton parcours et on va apprendre à te connaître. Et donc ouais, on a hâte de discuter de tout ça. Et du coup, Yolène, bienvenue. Merci. Comment tu vas? Ça va très très bien, je suis contente d'être ici. Bah nous aussi, on est très contents que tu sois parmi nous. Avec plaisir. On se connaît depuis déjà quelques années quand même. Ça fait plaisir de se voir maintenant de l'autre côté. Ouais, complètement. Et du coup, tu es ici pour présenter un petit peu la partie Product Ops côté Ubisoft. Ouais, de ce que je peux en dire, ça fait que 2 mois, mais avec plaisir. Bah, ça va être très cool. En tout cas, comme vous l'avez vu, petite ambiance. On essaye d'avoir un petit peu d'Halloween et ça va être très très cool. Rappel, on est en partenariat avec Le Ticket qui nous fait l'honneur de faire avec nous ce mois un peu Product Ops. C'est vrai, le très bon dossier, vous connaissez la newsletter Le Ticket, on vous invite évidemment à vous abonner, mais on est dans le mois du Product Ops. Il y a un très bon dossier sorti par Le Ticket là, qui sort, et puis on va vous présenter également d'autres petites actus qui vont arriver dans le mois, mais je ne spoile pas. On vous en parlera un petit peu plus tard. Exactement. Et pour commencer, on commence toujours par quelle rubrique, mesdames? Est-ce que vous connaissez un petit peu l'after produit? On va le voir. Oula. Et voilà. Et donc. Et le tac au tac. Mais c'est ça elle a lancé, c'est mais bon. c'est fou. Charlotte, on lance le tac au tac. C'est parti. Ok. Du coup. Avec ce tac au tac, Charlotte, merci d'avoir lancé magnifiquement. Je crois que vous avez tous... vous pouvez ouvrir votre petit tiroir du milieu. Normalement, vous avez chacune... On a caché des ardoises. Des ardoises. On retourne à l'école quand même. Super. On va vous poser 3 questions d'abord. Et vous allez devoir répondre du tac au tac en écrivant, bien sûr. Tout simplement. Première question. Est-ce que vous préférez avoir un manque de data ou des mauvais outils? La peste. Ou le choléra. Le chat, vous pouvez également répondre. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien dans le chat. Petit coucou à Michou, Kevin, Jordi, Agathe, Michou, Jordi, Rem. Il y avait plusieurs prénoms qui se répétaient. Et donc, allez-y, montrez-nous à la caméra. Mauvais outil. Mauvais outil. Elles vont être pareilles toutes les soirées. Incroyable. Mais en fait, c'est Yolène. Mais hop, on enlève le masque. Pourquoi mauvais outil? Pour le coup, je pense qu'on peut toujours se débrouiller. C'est pas l'outil en fait qui va faire la méthode, qui va faire qu'on aille bien dans la bonne direction. Donc en vrai, je pense que l'essentiel c'est d'avoir la data pour prendre les bonnes directions et après, l'outil qu'on a, peu importe, on peut se débrouiller. On peut faire ça sur une feuille s'il faut. Ouais, complètement aligné. Enfin, les outils ça se change et ça évolue aussi en fonction des préférences des gens qui les utilisent. En revanche, la data c'est quand même beaucoup plus compliqué si elle est mauvaise et si on n'est pas d'accord. Ouais, parce que comme tu dis, je pense que c'est pas le tout d'avoir de la data, il faut qu'elle soit fiable. Ouais. Aussi, donc, ouais. Cool. Deuxième question. Chocolat noir ou chocolat blanc? Question très produit ce soir. Non mais voilà. il faudrait un petit peu de tout. Ça. On va avoir du au lait. Et voilà, ce sera fini. Je serai cuit. Chocolat noir, chocolat blanc. Ouais. Ah, ça y est. J'ai honte de le dire, mais Premier ouais. débat de la soirée. Pourquoi du chocolat blanc du coup? Parce que le côté sucré, le côté un peu enfance, j'adorais le Galac petite et j'avoue que c'est un petit peu mon petit péché mignon. Alors que le chocolat noir, c'est toujours un peu trop amer, voilà. Moi je suis à la base team chocolat blanc. Donc, ouais, écoute, super. Oui, mais même si c'est pas du chocolat, certes. Exactement, voilà. Mon Dieu. Désolé pour les fans. Chocolat noir, voilà, madame, je peux manger du chocolat noir. Terrible.
Troisième et dernière question. Application mobile ou application desktop? Ah. Là, ça réfléchit. Yolène s'applique. Elle a écrit Yolène, application. application. Elle a écrit application. Toutes les applications sont bonnes à prendre. On voit en tout cas que Jordi est noir à 100%. Application mobile. Application Plus mobile. sympa, plus drôle, plus de possibilités. Je pense que ça dépend un peu, ça dépend un peu du contexte. En perso, enfin moi j'ai répondu en perso, c'est plus application mobile parce que t'as ton téléphone tout le temps avec toi. Après en pro, l'application desktop se défend et est importante, mais en termes d'usage et de facilité d'usage, l'application mobile. Bon, ok. Partage. Hélène. Ouais, complètement, c'est kiff-kiff. Franchement, j'apprécie les deux, mais ça dépend en fait ce que je veux faire. C'est pour ça que c'était si difficile de choisir. Bon, les deux font partie du monde du produit, on aime bien travailler sur les deux. Exactement. On ne juge pas. On ne On juge juge pas dans l'after-produit. On englobe tout le monde. Exactement. Très inclusif. Pour continuer ce tac au tac et apprendre à vous connaître, on vous a demandé il y a très peu de temps, il y a une petite demi-heure, de vous préparer un petit jeu. On va commencer avec toi, Charlotte. Est-ce que tu peux nous raconter 3 faits? Il y aura 2 vérités et un mensonge dans ce que tu vas nous raconter. On ne connaît pas du tout la réponse et on va essayer de devoir deviner ce que c'est pour apprendre un petit peu à te connaître. Tout à fait. Et ben, je vais commencer. Tout d'abord, je voudrais saluer mes 3000 fans sur Twitch. J'ai une très grande communauté de fans qui me suit et qui me sponsorise, donc je suis ravie de la retrouver ce soir. Voilà, premier fait sur moi. Deuxième fait, j'ai joué au tennis à Roland-Garros, donc sur les cours et sur les terrains de Roland-Garros. Voilà, donc si jamais vous avez besoin de taper la balle, n'hésitez pas, on peut en parler. T'as la pression, Yolène. Attention. Et dernier fait, on parlait des visas tout à l'heure, mais en 8 ans aux États-Unis, j'ai eu 5 différents visas, donc j'étais pas loin d'ouvrir mon propre bureau d'avocate en immigration. Voilà. La fin est peut-être un peu exagérée, mais qui Donc, sait Qui sait Pardon. Elle est un peu vendue quand même, nous sommes d'accord, oui. Mais ça Donne des voudrait, indices, voilà. ça voudrait dire qu'elle a 3000, tu aurais 3000 abonnés, 3000 followers sur Twitch. Yolène, est-ce que tu as une idée? Quel est le mensonge? Toi qui connais si bien Charlotte, enfin. J'aurais dit la première, mensonge. Ouais, Twitch. Ça me paraît. Ouais. Twitch. Ça aurait pu, hein. Bien joué. Franchement, ça, ouais. Mais après ce soir, peut-être. Qui sait, Elle se lance dans une c'est un peu carrière. l'occasion. Et donc, Doctolib, elle part. Elle devient streameuse. Non, premier mensonge, malheureusement. Deuxième vérité, donc j'avais organisé un tournoi de tennis à Roland-Garros pendant mes études et donc du coup on avait pu jouer sur les cours annexes de Roland-Garros. Donc super expérience. Et dernier, vrai, les joies de l'immigration aux États-Unis. J'ai fait 5 différents visas en 8 ans. J'ai beau avoir des filles qui sont américaines parce qu'elles sont nées sur le sol américain. Voilà. Enchaîner les visas et voilà. Et t'as presque ouvert. Très bonne connaissance, exactement, très bonne connaissance de l'immigration aux US, si besoin. Pas si facile en plus les dernières années. Exactement. Et génial. On va encore plus parler de ta carrière juste après. Ouais. Mais maintenant à toi, Yolène, de te prêter au jeu. Alors, il faut que je fasse attention à la manière de le dire, pour pas dire trop d'indices. Du coup, j'ai parcouru le Vietnam à moto. À l'âge de 6 ans, mon frère m'a fait découvrir les jeux vidéo et depuis, j'adore le gaming et je suis une grande fan de Rayman. Et j'ai joué dans un orchestre symphonique en région parisienne. Alors, la spécificité Rayman, moi, c'est quelque chose de véridique. Je pense que c'est vrai. Je pense que t'as une aile de gameuse. Alors moi, je pense que c'est l'inverse, justement. Je trouve ça trop détail. corporate. Oh. Trop corporate. En plus, parce qu'elle m'aurait dit Adibou. Voilà. Ok, mais là, Rayman. Moi, je pense que c'est Rayman. Mais tu me connais trop bien. Mais oui. C'est ça? C'est pas une grande gameuse, désolé. Louis. J'ai Non, pas. mais Louis, J'ai déjà c'est pas le perdu le mentaliste. jeu. hein. Ça, c'était pas la pierre, ouais, c'est pas grave. C'est terrible. Et top, merci à toutes les deux d'avoir joué le jeu. C'est toujours le petit moment du tac au tac pour apprendre un peu mieux à se connaître. Très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet et vraiment parler Product Ops en détail, est-ce que, par exemple, Charlotte, tu peux te présenter en une petite minute qui es-tu et que fais-tu actuellement? Tout à fait.
Donc, je suis directrice des opérations produits chez Doctolib depuis 1 an. Donc, j'ai été en charge de créer l'équipe et de commencer à mettre en place toute la structure Product Ops chez Doctolib. Avant ça, du coup, j'ai passé 8 ans aux États-Unis, donc à la fois côté produit, product management. Je travaillais chez Dailymotion pendant 5 ans. Côté B2B, donc pour développer toutes les features du player et de monétisation du coup de la vidéo chez Dailymotion. Et avant ça, j'ai fait du conseil en management, côté médias et télécom, donc à la fois une partie aux US et une partie en France. Voilà, donc du coup, transition chez Doctolib, c'était changement de secteur, changement de métier, mais toujours avec la composante un peu conseil et voilà, multiples projets, et aussi la dimension product management que j'avais découvert du coup chez Dailymotion. Top. Combien d'années dans le produit du coup au total? Et ben du coup ça fait 6 ans dans le produit officiellement, et après en conseil j'avais déjà vu quelques arcanes du produit chez des opérateurs télécoms notamment. Génial, trop cool. Et bon, voilà. On va pouvoir parler de toute cette expérience-là, tu vas pouvoir nous en parler. Super. Et toi Yolène? De mon côté, je suis en charge des Product Operations aussi côté Ubisoft depuis 2 mois. Donc mon rôle consiste à développer le rôle et un peu les équipes aussi Product Ops, parce que c'est totalement nouveau chez Ubisoft. Avant ça, j'ai travaillé d'abord j'ai commencé plutôt en agence de publicité où j'ai beaucoup travaillé avec la partie direction artistique, qui fait que petit à petit j'ai évolué aussi vers le produit. Et j'ai travaillé notamment chez France Télévisions récemment pendant 3 ans en tant que Product Ops. Donc c'était pas encore totalement bien officiel, mais en fait petit à petit le rôle s'est dessiné, et c'est là où j'ai commencé à découvrir ce métier qui me plaît beaucoup, et je pense qu'on va pouvoir en discuter aujourd'hui. Ça va être le but, effectivement. N'hésitez pas évidemment le chat à poser vos questions. On va couvrir beaucoup de sujets sur cette thématique du Product Ops. Qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire déjà, on va commencer par là juste après. Mais voilà, qu'est-ce que ça implique dans une organisation, que vous soyez POPM, développeur UX, ou même que vous fassiez à peine partie du produit et que vous êtes simplement intéressé, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On se fera un plaisir évidemment de les partager avec tout le monde sur le plateau. Et du coup, en plus, tu parles de France TV, on connaît plutôt bien Anso quand même, qui était quand même notre première salut invité sur le tout premier after. Et donc, on va lancer tout simplement le premier sujet. C'est parti. Allez. Et c'est parti. Hello la communauté produit avec... Non mais vas-y, on va faire un peu de beatbox. Bon, on va revenir un petit peu sur les bases. Déjà, qu'est-ce que le Product Ops? Si vous pouviez répondre à Tati Jeannette, peut-être 53 ans. Bon, allez, un product manager lambda. Non, à quelqu'un qui est du produit, issu du monde du produit. Finalement, qu'est-ce que le Product Ops? C'est une très très bonne question qui demande beaucoup de réflexion pour savoir comment bien résumer en une phrase en quoi ça consiste, parce que le périmètre est très large. Moi je dirais que c'est la personne qui va le producteur va s'assurer que de l'analyse du besoin utilisateur jusqu'à l'adoption de ce qu'on va lancer, on suit la bonne direction et on prenne toutes les bonnes décisions du plus rapidement possible en fait. Et du coup ça permet de dire par là que le périmètre il est extrêmement large, extrêmement vaste, parce qu'entre ces 2 étapes il y a énormément de monde qui sont investis dans toute cette chaîne. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que les équipes elles arrivent à se dégager du temps pour vraiment se consacrer sur la valeur utilisateur, sur ce qui peut vraiment générer de l'impact. Voilà, je dirais que c'est ça un peu ma définition. Ouais, assez aligné avec ce que dit Yolène. En gros, je pense qu'en fonction des organisations, en fonction de la maturité des organisations, il y a vraiment plein de formes de Product Ops, et je pense qu'on le verra quand on rentrera un peu plus dans le détail de nos scopes. Mais ayant échangé avec pas mal de Product Ops, on voit que c'est jamais exactement les mêmes thématiques et les mêmes streams. En revanche, c'est vrai qu'il y a un peu cette notion de supporter le how du product manager pour lui permettre de se focus plus sur le what, ce qu'il va découvrir et ce qu'il va délivrer. Donc voilà, un peu ce principe et ce concept d'alignement des équipes produits et de l'équipe organisation pour leur permettre de se focus sur l'impact qu'ils vont générer grâce à leurs features.
Mais du coup, au jour le jour, finalement, qu'est-ce que vous faites globalement? Parce que ça peut être un peu une nébuleuse. Le how, justement, qu'est-ce que vous faites concrètement, finalement? On parlait d'outils un petit peu tout à l'heure, est-ce que ça y touche? Parce que de ce que tu disais, Yolène, il me semble que le mot process commence un peu à faire on va pointer le bout de son nez. Est-ce que vous mettez en place des process, que vous poussez des outils? Comment ça se matérialise finalement un peu au quotidien? C'est de faire des propositions, c'est apporter un appui? Ça peut faire partie des solutions qu'on met en place, mais c'est pas une nécessité. C'est pas non plus forcément des process, parce que ça peut paraître toujours un peu lourd. L'idée, c'est vraiment de simplifier, au contraire. Donc, c'est plutôt, au quotidien, il y a plusieurs aspects, mais l'enjeu, c'est d'accompagner les équipes, de comprendre déjà leurs besoins et de repérer en fait là où il y a des opportunités, là où il y a des choses qu'on pourrait améliorer pour pouvoir gagner en valeur et en efficacité. Et donc, ça passe par tellement de choses différentes. En effet, ça peut être des outils si ça peut y répondre, si ça peut nous aider. Ça peut être des méthodologies, des frameworks qu'on va tester, qu'on va adapter, qu'on va construire même maison s'il faut. C'est aussi des fois réussir à influencer l'organisation, la manière dont les gens travaillent entre eux, essayer de redonner un peu de la valeur à leur rôle selon les contextes. Et ça se joue à peu de choses parfois, mais ça crée des fois énormément de valeur. Enfin, on l'avait vu chez France Télévisions notamment, ne serait-ce que juste rassembler en fait le design et le produit pour qu'ils commencent à concevoir entre eux. C'était un gain de temps incroyable. On a regagné la confiance. Enfin, tout ça, c'est aussi, ça fait partie aussi de nos missions, mais c'est encore, je pense que je suis pas exhaustive là. Ouais, en gros, sur la façon de travailler, tout à fait aligné, c'est vrai que ça requiert de travailler à la fois avec l'organisation produit et à la fois avec tous ces stakeholders, parce que du coup, on intervient vraiment sur toute la chaîne de valeur produit. Après, peut-être pour matérialiser un peu en termes de scope et de type de sujet qu'on tacle, en tout cas chez Doctolib, on a un peu 4 grandes streams. Donc une première stream autour de tout ce qui est impact, donc comment est-ce qu'on outille et comment est-ce qu'on donne les bonnes méthodos, les bons frameworks justement aux product managers pour mesurer l'impact, déjà savoir ce qu'on veut mesurer et ensuite comment est-ce qu'on veut le mesurer et comment est-ce qu'on maximise cet impact-là. Après, on a toute une stream autour de justement les process et les outils, mais encore une fois, l'objectif n'est pas de créer de nouveaux process, mais plus d'optimiser les process et faire en sorte qu'on a un alignement qui se crée entre les différentes équipes, parce que justement le besoin de Product Ops, il naît quand on a une organisation produit, une organisation plus globale qui grossit. Donc on a ce besoin d'alignement qui devient plus important parce qu'on ne peut plus juste aller parler à son voisin de table pour comprendre ses enjeux. Donc il y a cette dimension du coup un peu de process et outils pour les optimiser, faire en sorte que ce soit plus facile pour les PM et les stakeholders. On a une brique aussi autour de tout ce qui est la connaissance produit, donc avec justement des équipes qui grossissent, de nouvelles personnes à onboarder. Il y a besoin d'organiser toute cette connaissance produit à la fois au sein des équipes tech et produits, mais aussi pour les stakeholders, les sales, les ops, etc. Donc on a une grosse brique autour de ça. Et finalement, toute une partie de talent, donc qui n'est pas forcément commune dans d'autres équipes Product Ops, mais on est en tout cas chez Doctolib en charge aussi de toute la partie recruter les bonnes personnes, les former et s'assurer après qu'elles restent via tous ces différents leviers. Tu parles d'équipe, toi, actuellement vous êtes combien, tout simplement, chez Doctolib, et comment ça se répartit? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce que finalement vous adressez plusieurs équipes, plusieurs feature teams, un Product Ops pour X feature team? Ça fonctionne un peu comme ça ou pas du tout? Alors pas tellement. Aujourd'hui, donc l'équipe a 1 an, on est 5 personnes et on est plus organisé par stream que aligné avec les domaines ou les feature teams de chez Doctolib. Donc ça, c'est peut-être un besoin qui viendra au fur et à mesure avec l'organisation à la fois Product Ops et l'organisation produit qui grossit. Mais pour l'instant, tous les membres de l'équipe sont transverses et du coup sont plus alignés avec une des streams que j'ai créées tout à l'heure qu'avec l'organisation produit. Ce qui permet du coup d'avoir en tout cas dans un premier temps et dans la construction de l'équipe Product Ops, d'avoir une vue transverse et de voir aussi, de faire en sorte d'avoir des choses qui soient communes aux différents domaines. Et tu es rattaché au CPO du coup de Doctolib? Oui, tout à fait. Ça marche. Donc c'est vraiment une composante complètement produit finalement. Oui, c'est une équipe produit à part entière. Donc on a chez nous qui reporte au CPO, il y a les Product Managers, il y a Product Operations, Product Data, Product Design et voilà, c'est une des équipes. Mais vas-y. C'est pareil de côté Ubisoft, où je suis rattachée aussi aux produits. Je voulais peut-être juste rebondir aussi sur les différentes briques, parce que c'est pas toujours pareil selon les Product Ops. À chaque fois, je trouve ça hyper intéressant de savoir comment c'est organisé, surtout que c'est des questions que je me pose aujourd'hui, puisque je pense que je suis au niveau où là où tu étais il y a 1 an quand tu es arrivé chez Doctolib. Là, l'idée, c'est de
en fait, je me pose plein de questions sur la manière dont on va construire l'équipe. Mhm. Et là, aujourd'hui, comment j'avais envie de le tester. Après, je sais pas si ça va marcher, je vous le dirai peut-être dans un an. Mais en tout cas, comment j'avais envie de le penser, c'était vraiment de se focus sur nos grands objectifs, en fait, l'organiser par grands objectifs qui sont clés pour les équipes produits. Donc, en gros, on a une brique qui c'est Learn, où en fait l'idée c'est de travailler sur tout ce qui va nous permettre d'avoir la connaissance nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Okay. Donc c'est toute la user knowledge, data, quanti et quali. C'est comment on peut s'assurer que cette donnée elle est de qualité. Est-ce qu'on y a accès rapidement, facilement, parce que je sais que chez Ubisoft on a beaucoup de données. C'est très très riche, mais parfois c'est pas super évident de savoir à qui s'adresser, comment la récupérer, comment la visualiser, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet à part entière. Ensuite, il y a Decide. Donc c'est comment prendre des décisions vite, parce qu'on le sait tous dans la vie, on prend constamment des décisions et ça peut être hyper déterminant. Et donc l'idée, c'est de, dès le début, essayer de prendre de bonnes décisions. Après, c'est normal. Enfin, dans le produit, on est là aussi pour apprendre, on teste des choses, c'est normal. Mais si on peut réussir à du premier coup taper dans le mille, c'est l'idéal. Donc là, on a toute une partie sur les frameworks qu'on va adopter. Les OKR, ce genre de choses, ça fait partie de ce périmètre-là. Et ensuite, il y a Act. C'est donc comment déployer au mieux ce qui a été décidé. Avoir des roadmaps qui peuvent servir aux équipes s'il faut, avoir des outils, des roadmaps aussi qui nous permettent de communiquer ce qu'on fait avec les stakeholders. Donc en gros, voilà, c'est les 3 piliers. Et à côté de ça, pour essayer de le faire... d'évangéliser, parce que si on fait tout ça très bien côté produit, mais qu'en fait côté stakeholder c'est pas du tout compris, ça n'a aucun intérêt parce qu'ils sont clés dans la stratégie qu'on va déployer. Donc là l'idée c'est de en même temps travailler sur l'influence, donc tous les sujets autour de l'organisation, des recrutements qu'il faut qu'on fasse, adapter éventuellement les équipes pour qu'on réponde au mieux aux besoins utilisateurs. Et également la partie knowledge, comme je disais, qui est clé, c'est essayer de développer des guildes pour diffuser l'information le plus rapidement possible, créer des synergies pour éviter de faire des choses en doublon et capitaliser sur ce qui est fait ailleurs, etc. Enfin, après, peut-être que je l'ai imaginé comme ça aussi chez Ubisoft parce que c'est très très grand. Ouais. Et il y a énormément d'initiatives qui sont prises, c'est incroyable. Enfin, vraiment, c'est plein de micro-startups pour moi, avec des personnes qui sont hyper motivées et qui créent plein de produits, qui ont des idées incroyables. Et des fois, on se dit, mais il faudrait juste que ça, on puisse utiliser nous aussi. En fait, il suffit juste d'être au courant et l'enjeu, c'est de créer ça. Créer ces synergies. Tu parles de synergie, justement. Ouais. Ça me fait penser à Coach Agile. Mais vraiment, parce que en fait, le but du coach à la base c'est de créer des synergies, d'aligner différentes équipes soit sur des mêmes roadmaps. Quid du coach agile finalement? Est-ce que vous n'êtes pas un fork? Est-ce que vous n'allez pas remplacer le fameux coach agile? Comment est-ce que vous avez des personnes agiles dans vos entreprises et comment est-ce que vous fonctionneriez si ce n'est pas le cas? Alors, chez Doctolib, il n'y a pas de coach agile, donc du coup, la question ne se pose pas, c'est pas un remplacement de poste, mais comme on l'a vu pour moi et de ce que je comprends de la définition de coach agile, parce que je n'ai jamais travaillé directement avec eux, pour moi, c'est une petite partie du rôle de Product Ops. Je pense qu'il y a probablement certaines entreprises, certaines organisations dans lesquelles c'est plus important parce que probablement l'équipe Product Ops vient des coachs agiles. Mais en tout cas, pour moi et dans ce qu'on fait nous aujourd'hui chez Doctolib, c'est une petite partie qui est dans la gestion de la delivery et s'assurer qu'on ait du coup de bons process et une bonne façon de le centraliser. Mais toute la partie product knowledge, je ne crois pas que ça fasse partie des prérogatives coach agile, la partie talent non plus, un peu plus globale produit, et la partie impact aussi qu'on essaye de faire grossir un peu moins également. Donc c'est pour moi une partie de ce qu'on fait, mais pas l'intégralité du rôle. J'ai vraiment l'impression en fait que c'est le coach agile, en fait vous englobez carrément complètement le domaine d'expertise d'un coach agile et en fait qui se noierait complètement dans la partie Product Ops parce que vous avez aussi cette dimension produit. Pour moi, en tout cas, l'agilité à la base, c'est simplement aider à faire et le how justement et le what après, c'est justement la partie produit, c'était juste un moyen d'y arriver. Exactement. Et avoir une vision produit, en fait, c'est là vous apportez ça en plus en fait par rapport au coach agile où on pensait que simplement à la méthode, là vous englobez plus de choses.
C'est hyper intéressant d'ailleurs tu parles de cette notion d'englober parce que je te cache pas que c'est en effet chez Ubisoft on a une équipe agile qui est très établie et avec des Scrum Masters dans chacune des sous-équipes et donc la question s'est posée parce que j'avais moi non plus jamais travaillé avec des coachs agiles, j'avais travaillé avec des Scrum Masters mais pas forcément avec des coachs agiles. Et donc la question s'est posée et j'ai quand même travaillé étroitement avec eux pour s'assurer que qu'on marchait bien, qu'on travaillait bien ensemble. Et ce qu'on s'est dit, c'est que en fait, c'est plutôt le coach agile qui va englober les product managers, lead product manager et les product ops. Et en gros, moi, je vais aussi m'appuyer sur leur expertise pour gagner en efficacité dans tout ce qu'on met en place. Mais donc, je suis d'accord, quand tu dis le product ops va vraiment travailler sur la valeur, c'est en effet le cas et le coach agile va nous aider en fait à être le plus efficace possible sur cette création de valeur dans le sens productivité en fait. Et donc c'est comme ça qu'on essaye de le dessiner là. Après c'est que de la théorie, il faut qu'on passe à la pratique, mais pour l'instant je pense que ça peut bien fonctionner de cette manière-là. Tu parles de Scrum Master. Moi, peut-être de la notion de coach agile, je retiens aussi ce côté coach. Le coach, c'est censé faire progresser, un peu transmettre, faire monter en compétences. Est-ce qu'il y a aussi cette notion-là de votre côté, dans le sens où est-ce que votre job il va être éternel, il est nécessaire à l'orga, ou alors est-ce que c'est également faire monter en compétences finalement vos PM, vos interlocuteurs produits sur ces sujets pour qu'in fine, vous deveniez dispensable. Là, actuellement, vous êtes indispensable dans votre orga. Est-ce que vous le voyez un peu comme ça? Est-ce que... non, je pense que c'est hyper important justement tu vois, quand on parle de process, quand on parle d'outils, etc., qu'on ne soit pas des maillons nécessaires à l'implémentation de ces process, à la gestion de ces process, etc. C'est un travail clairement au jour le jour et surtout quand tu mets en place certaines choses, au début, en fait, il faut être là pour s'assurer de l'adoption, s'assurer que les équipes montent en compétences. Mais l'objectif, c'est qu'à terme, les équipes soient complètement autonomes et indépendantes sur la plupart des sujets qu'on définit, la plupart des produits, si j'ose dire, et des process qu'on va créer. Donc, il y a aussi cet enjeu clairement de faire grandir les équipes. Et nous, un des grands outils, un des grands leviers qu'on utilise chez Doctolib justement pour générer de l'adoption, c'est un product camp qu'on a créé qui permet de former les new joiners produits qui arrivent chez Doctolib, donc leur montrer un petit peu comment est-ce qu'on travaille, justement ce fameux how. Et c'est très clairement un vecteur important tu vois, de la façon dont on travaille. Toutes les nouveautés, tous les changements qu'on opère sont reflétés du coup dans ce product camp pour que justement les PM soient autonomes et utilisent les mêmes méthodes dès le début. On a une question du chat de Rem qui vous demande à vous deux justement d'où est né en fait ce métier de Product Ops par rapport à ce que vous voyez. Est-ce que ça vient de vos cerveaux, de vos retours d'expérience, de votre par rapport à quoi? Parce que justement là tu l'as dit par exemple chez FTV, ça a été créé petit à petit. Complètement. Je pense que Doctolib potentiellement aussi. Est-ce que c'était une vraie volonté? On s'est dit, ok, on va faire du Product Ops comme on veut un Product Marketing Manager, ou alors ça a été créé petit à petit, vous étiez juste Product Manager et en fait on avait besoin de ça et vous avez approfondi cette problématique-là? En effet, pour ma part, chez France Télévisions, chez Ubisoft, c'était clair et net, c'était un rôle de Product Ops qui était déjà défini et mon VP Product avait déjà en tête ce qu'il voulait faire. Là, côté France Télévisions, pour le coup, on s'est posé plein de questions et c'est vraiment des questions qu'on a eues, notamment avec Anso, où on se disait est-ce que c'est plutôt product stratégiste? Est-ce que ton rôle c'est plutôt product ops que je connaissais pas, hein. En vrai, j'ai découvert il y a un an l'intitulé du product ops, quoi. Et donc, ça s'est fait un peu par hasard et un peu au fur et à mesure. Puis après, c'est en découvrant l'intitulé et la mission que je me suis rendu compte que j'ai commencé à mieux structurer dans ma tête les missions que je faisais déjà et la valeur que ça avait et l'impact que ça pouvait avoir. Donc c'est devenu une problématique amenée par le CPO en fait, qui a dit voilà comment ça se matérialise en fiche de poste et ensuite tu te l'as approprié finalement, c'est un peu ça. Tu veux dire au tout début ou... Oui, au tout début. Au tout début, la mission c'était de faire en sorte que je suis arrivée donc en consulting et c'était de déployer le discovery et tous nos moyens de user research pour que les équipes elles aient la bonne méthodologie. Donc c'était vraiment centré produit design. Et donc au début, je me suis axée à fond là-dessus, et donc uniquement sur ce périmètre-là.
Et après, petit à petit, c'est là où ça s'est élargi parce que du coup, je suis passée en transverse sur l'ensemble des produits de France Télévisions et sur un périmètre beaucoup plus large, tout l'amont delivery en fait. Ok. Donc pas uniquement le discovery. Et chez Doctolib, c'était un petit peu la même histoire. Moi, en gros, je suis arrivée du coup il y a 1 an quand il y avait du coup ce besoin clairement identifié de Product Ops, mais qui avait du coup été pré-identifié par le CPO et ce qu'on appelait à l'époque une Product Management Strategist. Qui avait commencé du coup à travailler avec le CPO en début d'année sur des sujets transverses. Et c'est marrant parce que pareil, tu vois, le côté comment est-ce que le produit travaille avec le design était un des premiers sujets qu'ils ont taclé. Voilà, donc il y avait en gros cette émergence et ce sentiment qu'il y avait besoin d'une fonction transverse pour réfléchir à ce type de questions et apporter de l'alignement au sein des équipes produits, design et tech. Et c'est vraiment venu de là. Et donc au fur et à mesure, le scope, donc cette personne a commencé à prendre en main de plus en plus de sujets jusqu'à ce que justement il y ait le sentiment qu'il y avait besoin d'une équipe dédiée à part entière. Et en parallèle, la littérature produit commençait à donner un nom à cette fonction, le Product Ops. Donc c'était un peu la rencontre des deux, le besoin en interne et puis le framing de ce besoin en externe qui ont coïncidé pour créer l'équipe Product Ops chez Docto. On parle beaucoup du terme Product Ops. En préparant un peu l'émission, on se rend compte évidemment que ça vient du DevOps qui existe depuis un peu plus longtemps, je pense, que le terme de Product Ops. Je ne sais pas s'il y a du DevOps également dans vos entreprises respectives ou pas, mais est-ce que vous considérez également le Product Ops, vous voyez les liens en tout cas avec le DevOps, vous considérez que le terme Product Ops vous correspond bien dans le sens où vous n'imagineriez pas l'appeler autrement maintenant que vous l'avez bien approprié. Tu dis, Yolène, tu l'as découvert il y a 1 an, maintenant c'est un terme toi qui te convient. Est-ce que tu penses que d'ici quelques années on va à nouveau le modifier, ce terme-là? Franchement, je dirais plutôt que d'ici quelques années... normalement on est plus censé avoir besoin à ce qu'on se disait de Product Ops, finalement c'est notre North Star quoi. Moi en tout cas dans mes objectifs de pilotage de l'équipe, ma North Star c'est ça, c'est ne plus avoir besoin de ça. C'est vrai que c'est ça, donc je pense que ça va évoluer. Après le wording moi je pense que c'est... Je sais pas si ça... Non, oui, je pense que en fait, le terme opération, c'est un peu un terme fourre-tout qui permet du coup de faire rentrer ce que tu veux. Parce qu'il y a effectivement DevOps, mais tu vois, chez Docto, on a aussi des équipes SalesOps, on a des équipes PeopleOps. Voilà, c'est vraiment... c'est des équipes qui sont en transverse et qui vont du coup permettre l'alignement d'une organisation plus grande qui grossit. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas du coup avoir un pôle opération avec des spécificités finalement product, sales, dev et qui reprend toutes les composantes finalement? Ouais. C'est une bonne question, tu vois, c'est toujours un peu la question matricielle, dans quel sens tu prends ton cube. Ouais, je suis un peu tordu, c'est pas Non, en fait, aujourd'hui, en tout cas, moi, le bénéfice que je vois dans le fait d'être embeddé dans l'organisation produit, c'est que tu as accès à l'organisation que tu sers. Donc, ça te permet d'être en relation directe avec les directeurs produits, avec les product managers et être beaucoup plus au fait de ce qui s'y passe que si jamais tu faisais partie d'une direction séparée qui, du coup, certes, a le bénéfice de centrer toutes ces équipes opérationnelles. Donc en termes de lisibilité organisationnelle, c'est peut-être plus simple. En revanche, qui est peut-être du coup moins proche du terrain et moins proche des problématiques. Voilà. Je suis complètement alignée avec ça. Je trouve que c'est hyper important que le Product Ops soit immergé au sein des équipes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait, je pense, une direction dédiée à ça, dans le sens avec les sales, etc. C'est vraiment faire partie en fait, des petits squads et être vraiment immergé et pouvoir comprendre leurs besoins et travailler avec eux au quotidien, c'est essentiel. Vous avez l'air de vivre passionnément Ouais. Et donc, mais est-ce que vous avez le temps finalement de voir un petit peu ce qui se fait à droite à gauche, parce que avec cet emploi du temps, est-ce que vous avez le temps de regarder les nouveautés finalement? On regarde l'after produit. Exactement, une fois par mois. On a payé pour ça. Hein. Et non, oui. C'était nouveauté produit, tu dis, ouais. Ouais, nouveauté. La veille produit, ouais. Oui. Ça me semble c'est essentiel. Moi, je me prends 1 heure par semaine, je me force dans mon calendrier qui s'appelle c'est 1 heure de product learning. Et du coup, je lis tous les articles que j'ai pingés toute la semaine, que j'ai jamais le temps de lire, je les lis en 1 heure. Parce qu'en fait, c'est hyper inspirant. Et je trouve, j'en ai besoin parce que des fois, je tombe sur quelque chose et je me dis, mais c'est génial cette vision, il faut qu'on essaye. Et du coup, c'est comme ça que ça vient. Donc, je lis énormément. Okay. C'est pour ça qu'on va lancer le Rewind Produit. Hello la communauté produit.
Avec une actu produit bien remplie en octobre, l'équipe du Rewind ne savait plus où donner de la tête. Mais l'actu n'avait qu'à bien se tenir, car on est toujours aussi fiers de vous présenter une édition de novembre qui sent bon l'automne. Alors le Rewind saison 2, deuxième, action! Et on commence par un peu de sécurité. Stocker tous ses mots de passe sur papier ou sur son téléphone, pas bien du tout. Utiliser le même mot de passe sur plusieurs applications, très dangereux. Et si finalement, supprimer purement et simplement les mots de passe permettait d'augmenter la sécurité des services que l'on utilise, c'est en tout cas le choix qu'ont fait Microsoft et pas moins de 200 millions d'utilisateurs en quête de sécurité. Fini les mots de passe à rallonge et place à la double authentification mêlant mobile et biométrie. On aimait bien Rewind 1, 2, 3, 4, mais pas de mot de passe, c'est encore mieux. Ce n'est un secret pour personne et surtout pas pour vous qui regardez le Rewind sur Twitch ou sur YouTube. De nouvelles habitudes de consommation vidéo se mettent en place et les chaînes de télévision sont sans aucun doute les grandes perdantes de cette nouvelle ère audiovisuelle. Une baisse des téléspectateurs qui s'accentue avec la bataille des télécommandes de nos téléviseurs. Netflix, YouTube, Amazon Prime ou Disney+, tous les géants du divertissement disposent désormais d'un bouton dédié sur la plupart des télécommandes des téléviseurs connectés. Un accès direct à nos écrans qui risque de reléguer toujours plus les chaînes historiques au second plan. La question, verra-t-on un jour un bouton salto sur nos zappettes ? Qui n'a jamais grincé des dents le soir dans le métro tant la guitare du musicien pleurait des mauvaises notes ? Google a la solution. Grâce au micro de son smartphone, Google se transforme en accordeur. Disponible sur PC, Android ou iOS, tout le monde y a accès. Il suffit simplement de chercher Google Accordeur sur Google afin d'aider les musiciens du métro en peine d'accord juste. Seul obstacle, encore faut-il capter quelque chose dans la ligne 13. Prochain arrêt, suite du Rewind. Et on continue en musique. Vous avez déjà écouté Taylor Swift en boucle après une déception amoureuse ? Eh bien la nouvelle fonctionnalité Deezer est faite pour vous. Flow Moods mixe émotion et musique en proposant au public de choisir des flows de musique différents en fonction de 6 moods. Donc, que vous soyez mélancolique, d'humeur à faire la fête ou en mode chill, Flow Moods devrait faire votre bonheur. Et en plus, la fonctionnalité alterne entre vos artistes préférés et des titres inconnus pour faire des découvertes. Évidemment, l'équipe du Rewind est d'humeur party! Après avoir largement profité de la panne ayant touché Facebook et Instagram, Twitter est loin d'avoir du plomb dans l'aile et a même de la suite dans les idées. Twitter a annoncé le lancement de placements de publicité dans les réponses à un tweet. Encore au stade expérimental, cette fonctionnalité vise à permettre aux annonceurs d'afficher leurs messages au bon moment, au bon endroit et aux bonnes personnes. À savoir si nous serons désormais tous exposés à ces publicités, car en effet, le mystère reste entier quant au choix laissé à l'utilisateur. Et voilà un dark pattern qui ne va pas nous manquer. Vous savez tous ce que c'est que d'avoir supprimé une app et de ne jamais trouver l'option pour complètement clôturer son compte ? En effet, supprimer ses données personnelles relève souvent du parcours du combattant. Eh bien Apple montre la voie et tacle ce pain point en mettant à jour ses guidelines. À partir du 31 janvier 2022, Apple obligera les développeurs à améliorer ce process. Fini la croisade pour supprimer son compte, les concepteurs devront intégrer la suppression du compte directement dans leur app, et ça, on applaudit. Petit détour par la food tech, bon vivant que nous sommes. La start-up Épicerie, créée en 2016 et qui livre des produits frais à domicile, fait désormais partie de la grande famille La Poste. Géopost, filiale du groupe spécialisé dans la livraison de colis légers express, détient désormais 89% des actions. L'objectif derrière cette opération ? Face à une forte concurrence des géants du e-commerce comme Carrefour ou Amazon, Épicerie compte bien s'appuyer sur les moyens d'un grand groupe comme La Poste pour accélérer son développement. Avec seulement 850 commerçants sur la plateforme, l'enjeu est de taille, mais nous au Rewind, on adore quand David s'attaque à Goliath. Ici la voix off. Pouvez-vous me prouver votre identité ? Plus facile à créer et moins facile à détecter, le Deep Voice applique les mêmes principes que le Deepfake, mais en s'attaquant à la voix humaine. Quelques mails et un simple échange téléphonique à coup de Deep Voice ont récemment permis un transfert frauduleux de 35 millions de dollars. Nouvelle techno oblige, c'est tout un écosystème qui se crée. Avec d'un côté des entreprises qui se spécialisent dans la création de ces voix imitées à des fins licites, et d'un autre des entreprises qui vendent des algorithmes pour détecter ces voix synthétiques. On n'arrête pas le progrès. Et maintenant, prenez un état un peu autoritaire. Allez Singapour et demandez-lui comment assurer l'ordre dans les rues en 2021. Plus de policiers ? Des policiers mieux formés ? Mieux armés ? Encore mieux. On vous présente Xavier, le robot patrouilleur. Testé en septembre, Xavier est bardé de caméras et peut ainsi contrôler le stationnement ou détecter les fumeurs en zone non-fumeur ou le non-respect de la distanciation sociale. Et pendant ce temps-là, une entreprise américaine vient de présenter son premier robot armé d'un fusil. Un petit pas pour l'homme, un grand bond pour la déshumanisation, car oui, un Rewind ne serait pas un Rewind sans son instant Black Mirror.
Et pour finir, une note d'optimisme. La planète va mal, mais ne vous inquiétez pas, Google est là pour nous sauver. Limité aux États-Unis dans un premier temps, Google Maps proposera désormais à l'utilisateur de nouveaux itinéraires éco-responsables les plus sobres possibles en termes de consommation d'essence. Avec cette nouvelle feature, Maps espère ainsi éviter l'émission d'1 million de tonnes de carbone par an et 200 000 voitures en moins sur les routes. Et pour les climato-sceptiques, s'ils ne sont pas persuadés de l'impact de cette feature sur la planète, l'impact sur le portefeuille sera quant à lui bien réel. Le Rewind tire sa révérence. Faites-nous tous vos retours dans le chat. Profitez du 11 novembre pour faire le pont, vous déconnecter et vous ressourcer. Et promis, on s'occupe de la veille. On vous donne rendez-vous le 1er décembre pour un Rewind de fin d'année. Et d'ici là, stay tuned. Go. Du coup, franchement, super rewind. Très bon rewind. Bon, on s'auto-congratule ça. Faut Moi, pas c'est- qu'on fasse non, ça. mais C'est- arrête, mais c'est un super rewind. Non, Non, qu'est-ce que vous en avez pensé, toi Charlotte? Est-ce qu'il y a une info peut-être qui t'a particulièrement marqué dans ce rewind? Non, mais effectivement, très beau rewind et très très beau montage. On apprécie beaucoup la musique, etc. Coucou François. qui est derrière la caméra là-bas. Et non, moi, l'info qui m'a marqué, mais il y en a plusieurs qui se répondent un petit peu, c'est l'info sur Apple et du coup la suppression des données personnelles via les apps, où c'est clairement encore une fois un grand move et grosse communication de la part d'Apple et qui set un peu un précédent dans l'univers de la tech. Ouais. Donc voilà, assez curieuse de voir comment est-ce que ça va être implémenté, à quel point ça sera aussi simple que un seul bouton t'efface tout, parce que je pense que c'est pas très clair la façon dont ça va être implémenté. Mais voilà, encore une fois, Apple dame le pion assez concurrent et donne cette apparence en tout cas de vraiment prendre soin de ses utilisateurs et vouloir le mieux pour ses utilisateurs. Après, côté développeur, je pense que vu les timelines, c'est une autre paire de manches et ça va générer pas mal de frustration. Mais voilà, très intéressé de voir comment est-ce que ça va se manifester et se mettre en place l'année prochaine. À quel point c'est pas que du marketing, que Exactement. Généralement, c'est suivi d'action ce qu'ils annoncent. Après, en termes de timing, c'est juste parfois aussi un peu. Et toi, Yoann? Moi, évidemment, ce qui m'a plus marqué, c'est l'évolution des appettes. C'est assez structurant, je pense. Je pense pas que ce soit la fin, je pense pas que ça marque la fin du linéaire, pas du tout, au contraire. Mais je pense que c'est un moyen de créer des nouvelles opportunités, au contraire. Et c'est vrai que finalement, le pouvoir est redonné à l'utilisateur et c'est lui qui va, c'est les services à la demande, c'est lui qui va choisir ce qu'il veut consommer. Et c'est là que c'est intéressant parce que ça nous pousse à nous poser les bonnes questions et à proposer des contenus qui va le plus cartonner. Et en fait, finalement, c'est à celui qui apportera le plus de valeur pour pouvoir apparaître, avoir son petit bouton sur la zapette, quoi. Il n'y a pas beaucoup de place, donc voilà. Ou alors tu auras une très grande zapette. Ouais, c'est ça. Ou alors simplement ton mobile pour choisir. Ouais, parce voilà. que là c'est vrai que tu es un peu en train de recréer de façon Exactement. statique et en hardware une Exactement. sorte d'écran mobile, quoi. C'est vrai que c'est ce qui m'a surpris aussi pendant le rewind. On tend à tout dématérialiser et là on garde en fait ce matos très archaïque, finalement une zapette. C'est vrai. Maintenant, de plus en plus, on peut avec Android Télé et ainsi de Ouais. suite voir Complètement. via son smartphone. Donc, Ouais. juste parce que ça n'est pas dans les rewinds, moi il y a une énorme news qui est sortie, c'est l'annonce de Facebook. Et ouais. Le rebranding. Meta. C'est Meta, c'est incroyable. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne parce que on verra, je pense, au prochain rewind ça a l'air d'être un grand changement. Black Mirror version 2011 en 2021. Donc, Black Mirror, hein, carrément. C'est presque Black Mais alors, il y a un épisode de Black Mirror où on voit une personne physique avec une personne dématérialisée, son emoji dématérialisé. Donc, la promesse est forte après justement à voir de manière comment ça va se mettre en place. Est-ce que c'est... moi j'avais regardé la keynote de Mark Zuckerberg qui dit c'est notre futur qu'on imagine. Maintenant pour que ça se mette en place, il parle de concept très particulier, c'est ressentir des émotions à travers la vidéo, on voit des enfants ou que sais-je. Il parle quand même de concepts très 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 lointains, donc à voir si ça se met en place dans les années 2020 ou 2030, mais c'est vrai que oui, ça fait un peu instant Black Mirror. Et dernier point, c'était aussi gros big up aux Z-Event parce qu'on est sur Twitch, il ne faut pas l'oublier, on a plusieurs centaines de spectateurs à l'actuel, 10 millions de levées en l'espace de 50 et quelques heures de stream par 50 personnes, donc c'est assez incroyable pour des belles causes. Pour une belle cause, ouais. La fin. Donc, c'est vrai. Juste petit big up. Et moi pour revenir sur le rewind, une fonctionnalité que j'attendais, c'est sur Google Maps les trajets en fait low carbone. Le nombre de fois où je me suis dit mais
je vais dans la liste des trajets pour me dire ok, bon, celui-là va y avoir moins de circulation, c'est peut-être un peu plus long, enfin quelque chose qui fasse le calcul de savoir si un embouteillage ça consomme tant, etc. Enfin, il y a tout, j'imagine pas l'algo qu'il y a derrière, mais c'est une fonctionnalité profondément utile d'un point de vue produit. En tout cas, je pense que ça va être vraiment utilisé. Surtout que voilà, l'enjeu écologique, on le sait, c'est en train de cartonner. Enfin, pardon, ça ne cartonne pas. C'est très business. En tout cas, c'est tellement important que évidemment que des sociétés comme Google doivent mettre en place des features là-dedans. Et c'est ce qui va nous emmener vers un plus beau futur. Donc ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'il est lancé sur Maps et pas sur Waze d'abord. Enfin voilà, tu vois aussi l'évolution. Enfin, il le refocus un peu sur Maps. À mettre en place, parce qu'à pied, dans tous les cas, on n'est pas très décarboné. Mais ouais. C'est tout bon pour le Rewind. C'est tout bon pour le Rewind. Une dernière fois. Non. On va enchaîner les amis avec une nouvelle rubrique que vous aviez eu le mois dernier, le club de lecture. On passe cette fois-ci à Le Saviez-vous version Halloween. Ça va être terrible. Top. C'est effectivement, j'ai essayé de faire une voix un peu sombre pour Halloween. Je crois pas que j'ai bien réussi. Mais bon, on va dire que on va jouer le jeu. C'était dans le principe, on va dire. Le saviez-vous, vous connaissez peut-être le principe. Je vous annonce en fait un fun fact sous forme de question. Et vous devez évidemment deviner la réponse. Donc il va y avoir des sondages dans le chat. Vous aurez, je crois, 4 réponses éventuelles. Vous pourrez dire vos réponses, mais évidemment sur le plateau, vous n'aurez pas ces guesses. Ça va être complètement random. Évidemment, pour cette émission un peu Halloween, on va mettre des fun facts entre guillemets qui peuvent faire peur, mais plus faire peur parce qu'on se dit mon Dieu, dans quel monde on vit et où est-ce qu'on va. On commence avec quelque chose d'assez light qui touche un petit peu à l'écologie. On parle outils, on parle entreprise, on parle beaucoup communication entre employés. Est-ce que vous savez combien de mails un employé reçoit et envoie par jour? Combien un employé reçoit et envoie de mails par jour en moyenne en France? De mails. 153. Par jour. Wow. J'ai l'impression quand même, clairement que moi j'utilise plus que Slack ou Teams quoi. Et donc je dirais, mais après c'est une moyenne nationale, je dirais 30. Eh ben on est à 120 mails. Bien vu, Charlotte. On est encore à 120 mails en France. On n'est pas tous sur Slack et autres Teams et autres. Voilà. Donc évidemment, il faut favoriser des interactions déjà humaines. On va voir avec le retour en physique. Déjà, ça va faire du bien. Mais ouais, on est encore à 120 mails par jour. Voilà, ça fait un petit peu flipper, mais on se dit avec des outils de communication. Un nombre de trucs impressionnants. Oui, voilà, typiquement, peut-être repenser d'ailleurs tous ces formats-là. Mais je pense qu'il y a vraiment des mails qui partent simplement avec un oui à l'intérieur et tout ça. On sait, c'est un impact in fine. Donc 120 mails fois le nombre d'employés par jour. On n'y est pas y penser. Ça me fait mal d'envoyer un mail pour un oui. Moi. Voilà. Donc voilà, effectivement, je ne sais pas si vous avez des bonnes pratiques. Tu parles de Slack. Vous avez peut-être d'autres. C'est Slack également, à côté d'Octolib. Il y a des outils un petit peu que vous utilisez pour. C'est pas mal Slack. On est en train de déployer un intranet interne. Donc voilà, encore en cours de dev. Et puis après, pas mal tu vois, de commentaires sur les différents documents qui permettent du coup de. Mais t'es pingé par mail à chaque fois. Donc, dès que t'as un commentaire sur le doc. À moins de. Oui, c'est vrai, t'as les notifs mail. Donc finalement, en fait, ça m'étonne pas trop que t'aies autant de mails qui sont envoyés par mois. Mais clairement, il y a un truc à faire autour de Slack. Les mails internes, effectivement, c'est la vie avec toutes les 120 mails dans le même colonne, on connaît. Alors, sur un autre sujet, on va parler Bitcoin, crypto-monnaie. Vous savez que c'est plus que jamais d'actualité avec tout ce nouveau monde un peu là qui se crée. Je me suis noté, qu'est-ce que c'est pas l'extinction de la race humaine quand on pense aux chiffres que je vais vous annoncer. Une transaction de Bitcoin, selon vous, ça équivaut à quelle quantité d'énergie journalière? Pardon, excusez-moi, je la refais. Une transaction de Bitcoin équivaut à la même quantité d'énergie journalière de combien de foyers américains? Une transaction. Une seule de transaction. Bitcoin. Une seule transaction. C'est un certain nombre de foyers américains qui utilisent leur énergie. Yolène, on commence par toi. Je vais dire un truc, mais complètement au hasard, quoi. C'est pas obligé d'être. Du coup, il faut que ce soit un peu impressionnant. Donc, je sais pas. 150 000 foyers. C'est une transaction de Bitcoin. Je sais pas combien il y en a par jour, mais. Non, on va dire 100. 100. Et on parle de quoi? De consommation annuelle d'un foyer? Alors, la consommation journalière. Ah, journalière, d'accord. Voilà.
En un jour, un foyer américain. Ouais, on va dire. Allez, 35. Alors c'est 9, mais c'est déjà D'accord. énorme. Quand on Tu sait nous les as- années tu passant. nous as Ah, je habitués fais peur, à mais je suis du- là, voilà, un je million. vis le personnage. Non, mais quand on sait le nombre évidemment de transactions de Bitcoin qu'il y a quasiment toutes les secondes, hein, ça devient énorme. La consommation annuelle imputable au Bitcoin équivaut à celle d'un pays comme la Bulgarie. Voilà. Et également pour faire du Bitcoin, évidemment, on parle de minage. 1 heure de minage équivaut à la consommation annuelle de 15 personnes. Voilà, pour se donner un tout petit peu une échelle, tout ce monde de la crypto-monnaie n'est pas sans impact écologique, donc voilà, je pense qu'il y a plein de startups d'ailleurs qui se lancent dans ces sujets-là, il y a plein de grandes entreprises qui se posent ce genre de questions, mais c'est vrai que ça fait un peu flipper. On rentre dans le deuxième thème de ce Le saviez-vous, on parle de frissons dans la Silicon Valley. La CIA lit des tweets de manière journalière, voilà. Ils essaient de faire des screenshots pour connaître l'état en fait de l'opinion dans différentes régions du monde. Est-ce que vous savez combien de tweets sont analysés par la CIA tous les jours? Marcel, tu commences, tiens. Analysés en profondeur avec un panel de manière réfléchie, évidemment. On prend un certain nombre de tweets, on l'extrapole et ça donne des tweets. Humainement Alors non, c'est combien de tweets Parce que sont c'est- analysés. Pardon. D'accord. Combien de tweets sont analysés? Wow. Très difficile. Je pense à plusieurs milliards. Alors par jour. Je sais pas s'il y a plusieurs milliards de tweets par jour. Ah ouais, je pense. C'est énorme. Mon Dieu. Ouais. Je pense. Après, ils analysent pas tout. Alors, pour redonner quand même une échelle, on parle plus en millions. On va vous aider cette fois-ci. Parce que là, on va pas retourner dans des centaines. On parle de 5 millions de tweets analysés. Mais en fait, c'est une équipe de la CIA qui est communément appelée, alors en tout cas en interne, on les appelle les bibliothécaires vengeurs. Voilà, on a trouvé ça. Il y a la source normalement dans le chat qui va être poussée. Et en fait, on rassemble les informations dans plusieurs langues et ça établit une photographie en temps réel de l'état de l'opinion dans différentes régions du monde. Donc voilà, c'est la manière en tout cas d'analyser ce qui se passe dans le monde à travers les tweets. Et c'est des informations qui remontent au niveau de la Maison Blanche américaine, voilà, pour avoir vraiment le screenshot de l'existence. Ça fait un peu flipper. Mais voilà. Et maintenant, toujours sur ce côté Silicon Valley, est-ce que vous connaissez l'effet Osborne, pardon. On parle pas du chanteur Ozzy Osbourne, ni Norman Osborn. Ozzy Osbourne qui pour le clin d'œil est surnommé The Prince of Darkness. Voilà, c'est un métalleux. On ne parle pas du tout de lui, on parle de quelqu'un d'autre, mais voilà, pour le clin d'œil. Voilà, qu'est-ce que l'effet Osborne dans le monde, on va parler un peu plus produit là, dans le monde du produit, qu'est-ce que l'effet Osborne? Un petit indice. Qu'est-ce qu'on peut deviner? Ouais, je sais. Apple est exactement dans ce... Voilà, Apple a peur de l'effet Osborne et le maîtrise à sa manière. On parle dans la release d'un produit, lorsqu'on livre un nouveau produit. Non, sèche. Ouais. Le chat, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a l'info. En fait, Alors, on a Jordi qui dit la légende urbaine d'annoncer un produit qui ne sortira pas. Alors, pas qu'il ne sortira pas, en fait, c'est la peur de faire fuiter la sortie de son produit. Ah, le leak. D'accord. Exactement. Et en fait, c'est la hantise vraiment de tous les fabricants. Il y a notamment du coup Apple qui sort, en fait, qui a pris la décision de sortir tous les ans un nouvel appareil, même si en fait les gens savent que l'année d'après va y avoir quelque chose de mieux, mais ils achètent quand même parce qu'ils veulent être à la page, donc ils ont cassé cet effet-là. Mais en fait, effectivement, dans les années 80, il y avait une entreprise, donc il y avait Adam Osborne, qui créait des ordinateurs. Et en fait, ils ont annoncé une nouvelle génération d'ordinateurs à venir, et du coup, plus personne n'a acheté leurs produits, ce qui fait que pendant 2-3 ans, plus personne n'a acheté leurs produits, et donc catastrophe, ils ont fait faillite, et ça a été le début de la fin. Donc voilà, le but c'est toujours faire super gaffe quand on annonce un nouveau produit, à ne pas se tirer une balle dans le pied. D'accord. Donc c'est voilà. plus l'effet de nouveauté que le... C'est ça, c'est en fait, c'est foirer son annonce en fait, et l'annoncer trop tôt. Okay. Et c'est, voilà, ça fait partie des choses à faire gaffe. C'est vrai qu'en plus maintenant il y a une vraie guerre avec les smartphones. Quand est-ce qu'ils vont le sortir? Est-ce que c'est avant la keynote de Apple qui a lieu en septembre si je dis pas de bêtises? Après on a Samsung qui essaie de le faire en janvier. Après il y a les fêtes et maintenant c'est chaque année. Et parce que la course au leak, on la voit chaque année en tout cas. On a les smartphones 1, 2, 3 mois avant. On sait exactement à quoi ils vont ressembler. Donc, bon voilà en tout cas pour un petit le saviez-vous. J'ai l'impression qu'on a appris beaucoup de choses sur le plateau, mais
la qualité des réponses était quand même, C'était quand même là. bien à côté, donc c'était bien. On était C'était bien. pas du tout préparé. Le premier, Le premier, c'était pas mal du tout. franchement, voilà. Le 150 mails on par reste- jour, ouais. on reçoit 153 mails par jour. Ouais. C'était 2018. À 33 près. Ah Ah oui, voilà. voilà. Et Voilà. voilà. En fait, Et du coup, alors pour conclure ce Le saviez-vous, est-ce que vous saviez que nos amis du ticket ont sorti le mercato du produit on vous invite évidemment à aller voir. Est-ce que, tiens, Yolène, tu sais où est-ce que Tony, l'ancien directeur produit de Back Market, vient d'être transféré dans ce cadre de ce mercato d'octobre? on est dans. J'ai C'est le vu. transfert, c'est Football Manager. J'ai vu passer l'info sur LinkedIn en plus. C'est pas une start-up? Si, ça s'appelle... C'est dans l'immobilier. Ça Ouais. s'appelle Zephyr. Ah ouais. Ouais. Je suis allée voir, ouais. J'avais pas le nom, mais en effet, oui, je vois. Le concept est complètement fou, on va pas s'y attarder, mais effectivement, en tout cas, bon courage par exemple à Tony qui du coup prend ce poste chez Zephyr, cette start-up, on attend de voir, dans l'immobilier, qui rachète des maisons à prix coûtant. L'idée est un peu folle, mais ça fait partie finalement des belles start-up, Super. des belles idées de start-up. Charlotte, est-ce que tu connais Tanguy Verluise également qui a été dans ce mercato du ticket? On lui fait un clin d'œil. Bah, on lui fait un clin On d'œil lui- et on lui félicite pour son move, hein, On lui fait finalement. des bisous à Tanguy. Bisous Tanguy. Qui Bravo. passe de The Fork à Omni NC. Il reste dans le domaine de la food tech. Voilà, on a bien parlé un peu de les pépites françaises. Omni NC, ça fait partie de ces boîtes qui font de la livraison notamment de produits frais. Voilà, allez checker le mercato du ticket. C'est toujours intéressant de suivre finalement des personnes du produit, savoir un petit peu où est-ce qu'on va dans ce petit monde. Bah justement, on va le lancer finalement en fait ce mercato du produit, tout simplement en vidéo. Et bah ouais, comme ça les gens vont pouvoir le voir en live. On va le voir en live. C'est Let's parti go. pour le mercato. Un beau mercato, j'espère que vous avez aimé les petites roulades bref, des profils, des personnes qui ont bougé. On parlait de Amandine Dur également qui rejoint du coup les équipes de Back Market. Est-ce qu'on lancerait pas le deuxième sujet, mon cher Marcel? On lance le deuxième sujet tout simplement. On parlait, c'est parti, jingle. Il n'y a pas de jingle. On C'est la en prend deuxième sur- fois. Non, mais c'est la deuxième Il y fois. aura la troisième de la Oui, soirée, on a on les l'attend. nouveaux Mais oui, logos et les ainsi de nouveaux suite, logos, donc on tout essaie ça, de- tout ça. Non, on parlait du coup, on a commencé à gratter un peu ce qu'était le Product Ops tout à l'heure, vos rôles et responsabilités. Je pense que ça va au-delà de ça, votre impact maintenant dans les organisations, que ce soit chez Doctolib, chez France Télé, chez maintenant Ubisoft pour toi et Yolène. On parle finalement parfois de culture d'entreprise on passe d'une culture projet à une culture produit dans beaucoup de boîtes. On parle de cette transformation agile bien souvent. Donc il y a une transformation humaine à accompagner avec un changement de mindset, certes un changement d'outils et de quelque chose de très tangible, mais également un changement de mindset. Dans le cadre de cette culture produit un petit peu, comment vous pensez que vous vous inscrivez finalement tu as commencé un petit peu à en parler, Charlotte, tout à l'heure. On parlait de la montée en compétence finalement des équipes, leur transmettre une manière de penser, une manière d'avoir certains réflexes finalement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, alors là, depuis un an, peut-être certaines expériences, certaines personnes que tu connais qui ont développé des nouvelles compétences, des choses que tu as pu leur transmettre. Voilà, comment tu as pu déployer et développer cette culture produit au sein de Doctolib avec ce rôle de Product Ops? Oui, complètement. Je pense que il y a une approche qui est assez importante côté Product Ops, comme dans pas mal de fonctions d'accompagnement au changement, c'est justement essayer d'adopter le plus possible cette approche produit qu'on essaye d'évangéliser par ailleurs. Mais
voilà, de ne pas essayer de calquer des modèles vus ailleurs directement sur son organisation, mais vraiment avoir une approche la plus humble possible, bien comprendre au départ quels sont les enjeux auxquels on cherche à répondre, passer du temps avec les équipes pour le comprendre, passer du temps avec les équipes après pour définir la bonne solution, et après passer du temps, et c'est je pense l'étape la plus importante, et tu vois, avec du recul sur les projets qui ont peut-être moins bien marché, sur lesquels on a une moins bonne adoption, c'est vraiment là où on a dû passer plus de temps. C'est comment est-ce que tu vas roll out tes changements et comment est-ce que tu vas accompagner du coup l'organisation dans ce changement. Et là, je pense que ce qui est critique, c'est justement commencer petit, vraiment travailler avec une équipe, 2 équipes en particulier pour voir comment se passe l'adoption, pouvoir mettre à jour, updater, faire un peu ton MVP, ton pilote au début, et ensuite, afin d'avoir des champions dans l'organisation, valider ton concept, ta proof of concept, et après le roll-out plus largement dans ton organisation. Et du coup, tu peux t'appuyer sur des personnes qui ont bien compris, ont bien vu les bénéfices de ce que tu as apporté, plutôt que y aller un peu trop frontalement et finalement n'avoir aucune adoption parce que les gens en face de toi ne voient pas du tout bénéfice. Et tu as déjà eu, justement, tu as déjà été confronté à des stakeholders, en tout cas des personnes qui ont été réfractaires à un changement-là, qui ne comprenaient pas ton poste, où tu as dû faire beaucoup de pédagogie. J'imagine que d'ailleurs on peut en parler de cette pédagogie autour du... oui. Là ça en fait partie, d'ailleurs on fait cette émission là aussi pour expliquer ce que c'est. Oui, Yolène, tu dis franc et massif. Non mais c'est peut-être parce que si je suis en plein dedans, mais c'est vrai que la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée chez Ubisoft, c'est présenter concrètement qu'est-ce que le Product Ops, pourquoi on a ça ici aujourd'hui et comment on va travailler ensemble. C'est essentiel parce que c'est vrai que c'est pas... si les personnes n'identifient pas correctement le rôle, ils sauront pas aussi à quel moment t'inclure, ils sauront pas aussi t'ouvrir leur équipe pour que tu puisses aussi travailler avec eux. Donc c'est essentiel. En effet, et puis oui, on est... que ce soit sur le Product Ops, mais aussi sur le produit, en effet, on est toujours en train de répéter la valeur que ça peut apporter. Un peu moins maintenant dans les équipes produits, mais même, tous les départements périphériques, c'est notre quotidien. Après, pour la culture produit, ça passe par beaucoup de solutions tangibles, mais c'est aussi... finalement, ce qui est important, je trouve, c'est de se poser les bonnes questions. Ça peut paraître complètement anodin, mais en fait, c'est rien que proposer un outil, tant pis, pas un outil, mais un framework, tant pis si c'est pas le bon, mais juste se confronter à ce framework et se poser les bonnes questions pour pouvoir évoluer. Je trouve que c'est hyper important. Et c'est ce qui a le plus d'impact. Et je trouve que le meilleur moyen aussi de développer cette culture produit, c'est de l'incarner en fait soi-même. Okay. Et je pense que le Product Ops doit... s'il est là pour aider les équipes à avoir une vraie culture produit, il doit être irréprochable aussi. Donc je dis pas qu'on est irréprochable, on apprend aussi. Mais par contre, c'est un focus que je m'efforce à avoir pour moi aussi avoir ma stratégie en cascade, mes OKR, ma North Star, des outils qui fonctionnent bien pour donner envie en fait, et que quand tu leur présentes, ils disent ça me paraît clair, cet outil me donne trop envie, est-ce qu'on peut aussi le développer? Et là c'est bon, t'as atteint ton OKR, c'est... Voilà, je pense qu'il y a 2 enjeux, c'est à la fois parler la même langue du coup que tes premiers utilisateurs qui sont les PM, et aussi montrer du coup de façon un peu tangible l'impact de choses qui pour une organisation ne sont pas forcément tangibles au départ. Tu vois. On parlait tout à l'heure de formation, tu vois, comment est-ce que tu vas justement vérifier et traquer l'impact que la formation a sur tes PM. Tu vois, c'est hyper important de voir comment est-ce que sur chacune des compétences que tu évalues, ça augmente, quelle est la satisfaction autour de ces trainings. Donc je pense que c'est un peu notre rôle justement de réussir à impactifier les initiatives qu'on mène pour justement montrer la valeur à l'organisation et tu vois, toujours apporter plus de... Tu parles de valeur au niveau de l'organisation. C'est vrai qu'on parle beaucoup de tooling là, pour les équipes produits, mais je pense que ça dépasse les équipes produits. En fait, votre job, vous êtes en relation peut-être parfois avec le CEO, avec le CODIR, le COMEX, etc. Comment est-ce qu'en tant que Product Ops, on parle, en quoi vous pensez que vous appuyez le produit, vous avez un rôle appui du CPO lorsqu'il va parler au CEO. Comment ça se passe en fait la relation avec ces stakeholders non produits, j'ai envie de dire?
J'ai l'impression quand même, enfin ça dépend vraiment des organisations après, mais ça passe beaucoup quand même par le VP et par le CPO où en fait on va un peu lui souffler ce que nous on observe côté opérationnel. Et c'est aussi travailler avec eux sur la manière dont on pourrait réadapter l'organisation d'une équipe. Si par exemple on a en effet un impact qui doit vraiment venir d'en haut, aujourd'hui en tout cas j'ai l'impression que je m'appuie beaucoup sur le head of product pour faire passer certains messages. Après, je pense que ça dépend aussi des choses qu'on doit, du sujet sur lequel on travaille, quoi. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail avec les stakeholders. Ouais, et puis de façon peut-être aussi plus transverse plutôt que verticale, mais tu as tout le travail du coup avec les stakeholders du produit, donc tout ce qui est sales, customer support, etc. Où je pense que le moment en tout cas où Product Operations est arrivé chez Doctolib, c'était un petit peu aussi comme un soulagement parce que tu vois, tu as des équipes qui fonctionnaient avant, comme on se disait tout à l'heure, tu vois, de table en table, tu parles à ton voisin, tu te connais bien, et en fait il arrive à un moment où l'organisation a tellement grandi que c'est plus possible, que tu as pas mal de silos qui se créent et puis de verticales qui se créent, et le rôle de Product Ops justement a cette dimension un peu transverse et permet peut-être de plus accompagner les stakeholders pour se retrouver dans l'organisation produit qui grossit généralement très rapidement. Et donc il y a un moment, ça devient compliqué pour un stakeholder de suivre les changements d'orga, la croissance, les nouveaux arrivés, etc. Est-ce que, alors c'est vrai que moi dans le cadre de mon job chez Weevoo, je rencontre beaucoup d'organisations qui peuvent être bien plus grandes que, peut-être même encore bien plus grandes que Ubisoft. On pense par exemple à des banques ou à des assurances, que sais-je, des boîtes qui d'ailleurs mettent en place Safe, bien souvent ce framework qui permet justement de cadencer le rythme de production de dizaines et de centaines, même parfois d'équipes produits, où il y a cette dimension justement avec des gens, le PM de train, on parle de train en Safe pour ceux qui ne savent pas, mais qui avancent au même rythme. Est-ce que finalement votre job Product Ops est applicable dans une si grande organisation, dans le cadre de Safe par exemple? Est-ce que c'est entendable? Est-ce que c'est Moi j'avais justement la question inverse, est-ce que c'est faisable d'avoir du Product Ops dans des petites organisations? En fait, quel est le type d'organisation au final dans laquelle vous devez C'est qu'un intermédiaire. Du coup, intermédiaire. Alors, du coup, intermédiaire. C'est pas une question de taille. Je pense pas que ce soit ça la question à se poser en tout cas. Je pense que ça peut commencer très vite. Tout le monde a besoin. En fait, à partir du moment où tu sens que tes PM, ils ont plus suffisamment d'esprit libre pour pouvoir se concentrer sur la stratégie et ce qu'ils veulent apporter, c'est là où il faut commencer à se poser des questions. Okay. Et qu'il faut que, il y ait quelqu'un qui prenne en charge ça et pour s'assurer qu'on scale dans le bon sens. Donc moi, je pense pas que ce soit tellement une question de taille. Okay. Ouais, je pense que, il y a quand même un peu peut-être une dimension de maturité, taille, ou en tout cas de croissance de l'orga qui rentre en compte quand même, puisque je pense que sur de plus petites organisations, tu vois, moi je prends un exemple chez Dailymotion, on n'avait pas de Product Ops, parce que l'organisation produit était suffisamment petite et navigable pour qu'en fait chaque PM ou chaque Product Director puisse jouer ce rôle de Product Operations et puisse jouer ce rôle transverse, donc c'était du coup faisable. Après, je pense qu'il y a un moment où, tu vois, quand la croissance est trop rapide, que les PM n'ont plus le temps justement d'avoir cette liberté d'esprit et cette capacité de jouer ce rôle transverse, là où tu commences à avoir besoin d'un Product Ops. Tu parles justement de ce rôle, alors pour revenir peut-être plus sur le lien avec les Product Managers, avec ceux que vous accompagnez finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu un sentiment de dépossession? Est-ce qu'il n'y a pas eu certains PM qui vous ont dit tu me dépossèdes un peu de ce que je voulais faire, de mes habitudes, ou pas du tout, hein. Je sais que ça peut être une des... Enfin, il y a certains Product Ops qui peuvent en tout cas, c'est une difficulté qu'ils peuvent rencontrer. Là, j'arrive dans une organisation, le job n'existant pas, naturellement, je prends un petit peu du job de PM. S'il y a des coachs agiles, je prends un petit peu du job de coach agile dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu un petit peu ces cas-là ou pas du tout? Côté PM, je ne parlerai pas forcément de dépossession, plus de pourquoi est-ce qu'on doit tous travailler de la même façon, enfin, tu vois, pourquoi est-ce qu'on met en place ce genre de choses. Pas tellement de dépossession, parce que c'est des sujets, je pense, qui sont suffisamment transverses pour que tu vois, un PM ne se sente pas dépossédé de son rôle d'aller récupérer l'impact d'une équipe avec laquelle il ne travaille pas encore, par exemple. Mais après, c'est vrai que tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure un peu sur la culture produit, sur le fait que Product Ops doit être irréprochable dans la façon dont on aborde les projets et nos propres produits finalement. C'est pour justement pas avoir le sentiment qu'on calque quelque chose sur l'organisation et ce sentiment un peu d'atteinte à mes libertés. C'est hyper important de travailler main dans la main avec les PM. Il y aura toujours des PM pour qui c'est pas forcément agréable de changer de façon de travailler.
et voilà, avec lesquels ça sera plus long. Mais si c'est bien préparé et bien amené, c'est plus simple. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ça peut être une difficulté, mais si ça l'est, c'est que c'est pas forcément très positif. C'est pas du tout le but du Product Ops. Le Product Ops, c'est pas lui qui va faire la stratégie. Donc, au contraire, si le PM a ce sentiment-là, c'est qu'il y a un souci. Nous, on est là pour apporter des outils pour qu'il puisse avancer vite et qu'il puisse justement avoir l'esprit suffisamment libre pour pouvoir réfléchir sa stratégie. Parce qu'on sait tous que travailler à la fois sur la strat et sur l'opérationnel, c'est hyper compliqué. Donc non, je pense que après par contre, il faut s'adapter aux différents profils. Il y a des PM qui vont adorer la partie strat, il y a des PM qui vont préférer plutôt se focus sur l'opérationnel et delivery, il y a des PM qui vont vouloir énormément s'appuyer sur le product ops et d'autres qui vont juste prendre quelques inputs et puis hop, ils se débrouillent tout seuls. Enfin, en fait, il faut un peu s'adapter. Je pense pas qu'il faut qu'on soit quelque chose de lourd qui leur enfin voilà, faut que ce soit vu comme vraiment une opportunité pour eux de bien répartir en fait le temps comme ils le souhaitent. Ouais. Et peut-être pour rebondir sur un des points que tu mentionnais, je pense que l'arrivée aussi des Product Ops, ça correspond aussi au fait que le Product Management s'est beaucoup développé, tu vois, ça devient énorme. Les PM ont de plus en plus finalement de cordes à leur arc et à un moment, il y en a un petit peu trop, donc tu vois, on parle beaucoup de charge mentale du PM. C'est aussi un peu ça, Product Ops, c'est prendre une partie voilà, du job qui peut être le leur dans une autre organisation, mais qui devient trop lourd à une certaine taille. Pour justement leur permettre, comme tu disais, de se refocus sur la partie strat, la partie delivery, et le cœur du métier de product manager. Du coup, je vais avoir une question par rapport à ça. Non, pas politique. Non, mais je vais mettre les pieds dedans. Mais est-ce que du coup, ce n'est pas dû à un manque aussi des product managers sur l'éducation, sur la méthode, sur les outils, en fait, sur toute cette partie-là qui peut de temps en temps manquer en fait à certains product managers. Et donc en fait, parce qu'on en a besoin, et donc finalement on l'enlève de cette partie-là, et donc on les laisse se concentrer plutôt sur le business, sur l'UX et sur le what plutôt que sur le how. Alors, si on revient sur je dirais pas ça parce que je pense que, tu vois, il y a des changements qu'on va opérer dans l'organisation qui sont pas forcément meilleurs que la somme des individus, tu vois. En gros, il y a, je pense, à un moment où sur certains aspects, parce que c'est encore une fois, tout notre boulot n'est pas que process et agilité, mais tu vois, il y a des PM qui opèrent très bien de certaines façons et je pense qu'il n'y a pas besoin de les forcer à rentrer dans un moule spécifique. Après, il y a d'autres process ou d'autres choses, je pense, notamment chez nous, on a mis en place un peu des champions au sein de l'organisation, donc hors produit, qui sont un peu les référents du produit pour aller récupérer des inputs sur les utilisateurs, sur les impacts potentiels de tes features. Ça, on a dû un petit peu forcer le move et demander aux gens d'arrêter d'aller taper partout dans l'orga à chaque moment pour justement leverager ces référents produits qui sont des gens qui ont une appétence produit spécifique et qui ont du temps dédié aussi dans leur time matrix pour aider le produit. Donc voilà, tu vois, c'est pas que les PM avant travaillaient mal, c'est juste que voilà, on s'est adapté à la croissance de l'organisation et à un moment, on pense qu'il est préférable de leverager ces personnes-là. Mais encore une fois, je pense pas que, tu vois, on n'a pas la prétention de détenir la vérité absolue, on s'adapte à l'organisation et on se remet aussi en question sur certains process quand ça fonctionne pas. Mais dans tout cas, il faut se mettre en question. Mais c'est parce que on ne peut pas être parfait partout. En fait, avoir le PM parfait n'existe pas, sinon c'est très, très compliqué. Et c'était justement, des fois, il y a des manques. Par exemple, moi, je le vois j'encadre quand même pas mal de PM. La partie technique, c'est par exemple, c'est très souvent un pain point parce qu'ils sont un peu moins doués là-dessus parce qu'ils ne le voient pas à l'école. Comme la partie méthodo, on ne le voit pas par exemple à l'école. La partie business ou UX, on a plus de chances d'avoir plus de cette appétence-là, déjà dès la fac, ou les écoles de commerce, on a un petit peu plus cette appétence-là, tandis que sur la partie un petit peu plus sur le how, peut-être qu'on le voit un peu moins, et donc c'est un petit peu moins une appétence, et c'est peut-être pour ça que finalement c'est là qu'on a récupéré ça. Peut-être que c'est. Après, je sais pas ce que tu en penses, Yolène. Non, mais c'est. Moi, je suis complètement alignée avec ça, et en fait, je suis alignée avec la vision dont tu as parlé, Charlotte. Mais pour effectivement, moi, je veux reprendre un peu, ce prisme grand groupe. Si on parle de grandes organisations qui sont devenues produits, parce que je sais que pas mal de personnes qui nous regardent viennent de ces sociétés et se disent « Ah, je travaille pas chez Doctolib, je travaille pas chez France Télé ou Ubisoft, qui sont
qui sont des environnements plutôt matures. Comment est-ce qu'on peut se dire, je vais être dans une, comment dirais-je, moi je suis product manager dans une banque et je vais essayer d'aller voir mon responsable produit pour lui dire, regarde, on a besoin de Product Ops. Quelles sont les clés que vous donneriez finalement à des personnes qui souhaitent promouvoir en fait le Product Ops au sein de leur organisation? Quelle est finalement un peu ma question, c'est quoi le pain point que vous adressez vraiment dans une organisation actuellement, le pain point principal que vous allez tacler parmi tous ceux dont on a parlé? Tu veux dire en priorité quoi? Ouais, voilà, en fait, celui où là ouais. je suis un head of product ou un CPO ou même un CMO, une société qui devient CPO parce que ça prend une place prégnante. Je pense que ce qui est important, c'est de déjà montrer ce qui perd à ne pas le faire en fait. Je pense que c'est ça qui est important de montrer. Et après, il faut montrer la valeur que ça peut apporter avec quelque chose un peu quantifié, je pense, et expliquer en quoi ne pas utiliser des bonnes manières pour pouvoir prendre des décisions, en quoi ne pas avoir une data de bonne qualité, un accès à cette donnée fait que du coup on s'est planté, on a pris 6 mois pour lancer une feature qui finalement n'a pas marché, on a perdu tant d'énergie, tant d'argent, finalement ça n'a pas été adopté par nos utilisateurs. Il faut montrer, je pense, des faits tangibles et leur dire du coup si on avait pu avoir accès à la donnée, si on avait plus itéré, si on avait commencé petit puis après grandi et appris, peut-être qu'on ne se serait pas planté. Voilà. Tu considères que ton job réduit le risque d'échec dans le release d'un produit? Je veux pas dire réduire le risque parce que l'enjeu c'est de prendre des risques en produit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais par contre, je pense que je vais plutôt dans notre angle qui est que notre rôle c'est de faire en sorte que on prenne le bon risque en fait. Et que il faut pas, en fait le problème de se dire il faut pas qu'on prenne de risque, c'est que du coup on peut brider, c'est pas du tout le but. Donc il faut trouver les bonnes manières pour qu'on aille loin, qu'on ouvre, mais sans que ce soit une explosion, un échec total à la fin, même si ça reste toujours un apprentissage mais ça marche. Non, et pour répondre à ta question, je dirais, parce que j'ai l'impression que tu vois, la plupart des équipes Product Ops sont nées au départ de personnes qui ont été défocus de leur scope originel pour faire quelque chose de transverse. Donc j'ai envie de dire que c'est un bon symptôme d'une organisation qui a probablement besoin de se poser la question, est-ce que j'ai besoin ou pas de mettre en place une équipe Product Ops? Donc je pense que quand tu as 50% dans le TPM, que tu es obligé de dédier à la gestion de, je sais pas moi, des dépendances produits, quand tu as 50% d'un Product Director qui est obligé de gérer toute la problématique d'onboarding parce que voilà, là je pense que c'est le moment où il faut se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un Product Ops? Est-ce qu'il y a une autre partie de l'organisation qui peut répondre à ces besoins? Parce qu'encore une fois, on l'a dit au début, mais le scope il est très différent, il va varier aussi si jamais tu as des équipes de product marketing, si tu as des équipes product data qui sont développées, ton scope peut être différent, mais je pense que vraiment pour moi le symptôme c'est je suis obligée de dédier de la ressource qui n'a pas le nom de Product Ops à la gestion de problématiques transverses. Et là, il faut y aller quoi. Top. Et vos critères finalement de succès, c'est parce que justement ceux qui passent au produit, déjà qui font le move projet produit, il faut les convaincre vraiment. Et quels sont finalement vos critères de succès où on se dit ok, en fait c'était la super bonne idée d'avoir un Product Ops? Est-ce que vous avez des KPI? On disparaît, on l'a dit. En fait j'en ai deux. En fait moi j'imagine... je découpe en deux pôles. En gros, il y a le Product Ops Tactics, donc c'est vraiment ce qu'on va déployer avec l'ensemble des équipes pour pouvoir les accompagner au quotidien. Et le Product Ops Governance, donc c'est un peu ce que tu fais aussi, Charlotte, c'est plutôt quand tu vas piloter le Product Ops, c'est t'assurer que tout l'ensemble de l'équipe Product Ops va apporter de la valeur. Et moi je le ressens d'autant plus parce que c'est tout nouveau. Et donc comment mesurer l'impact? Et en effet la North Star c'est que que l'équipe ne soit plus nécessaire, mais avant qu'on arrive là, il y a sur la governance il y a un certain nombre de critères sur réussir à mesurer, à être organisé en produit, à mesurer tout ce qui est fait, à agir, etc. Il y a un certain nombre de critères là-dessus. Et après, sur la partie tactique, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, il y a le learn, decide, act, et puis après, la partie knowledge et influence. Et ça, et du coup, dedans, il y a toute une série d'OKR qu'on co-construit avec les équipes sur la base d'un self-assessment.
Trimestriel ou semestriel? Il n'y a pas de trimestriel. En fait, ça dépend de ce qu'on cherche à atteindre. Ça dépend de... Enfin, c'est mi-terme, quoi. Ok. Ça marche. Et pareil, nous on est en train de mettre en place d'ailleurs ce quarter mais des OKR justement Product Ops, donc sur les différents projets qu'on a. Donc tu vois des exemples hyper concrets, ça va être sur la partie Product Knowledge. Donc tu vois diffusion de la connaissance produit, on veut minimiser le nombre de rollbacks qui sont faits dû à une mauvaise communication au sein de l'organisation. On va aussi avoir un enjeu sur tout ce qui est la couverture de la documentation produit dans tout ce qui est vous connaissez tous les bugs qui sont pas vraiment des bugs mais juste un défaut d'information, donc tu vois ça aussi on va être sûr que tous ces non-bugs là sont bien documentés pour pas que ça se reproduise et qu'on arrête de perdre du temps. Enfin voilà, il y a tout un set d'OKR qu'on définit par projet et je pense que la North Star ultime c'est faire en sorte que les équipes produits aient le moins de temps perdu sur des tâches non essentielles. Donc typiquement, tu ne vas pas traiter un bug qui n'en est pas un parce que tu as bien documenté ton truc avant. Trop cool. Voilà. Ça donne envie de mettre des product ops un peu partout. On recrute. D'accord, ça y est. Petite annonce. Donc vous recrutez finalement des product ops? Oui, l'équipe va grandir, donc en effet. Ouais. C'est vrai que c'est une question qu'on commence à se poser, en tout cas chez Weavo aussi. C'est des métiers qui émergent, comme tu disais, du product management. Alors aux États-Unis, ça fait une vingtaine d'années que ça existe. Ouais. En France, on le voit depuis une petite 5-10 ans à peu près, et là ça explose vraiment là depuis 3-4 ans. Mais c'est sûr, à quoi ça va ressembler dans 10 ans? On avait déjà parlé de ça lors de précédents after produits. On va voir ce que ça donne. Merci en tout cas pour ces deux sujets, ce long sujet Product Ops. Et du coup, parce qu'on a aussi une annonce à faire, parce que là maintenant on commence à être un peu en physique, et donc on relance les meet-up. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est sur le mois du Product Ops, donc avec le ticket, et justement on va terminer le mois de novembre, le 23 novembre, avec Marie Gaumont, qui est directrice aussi Product Ops chez Payfit, du coup que vous devez connaître. Oui. Et donc vous êtes tous les bienvenus, vous pouvez vous inscrire sur le site de Weavo, si je ne dis pas de bêtises. Donc tout s'affiche dans la description, enfin en tout cas vous avez tout en commentaire, les modérateurs sont en train de poster ça en commentaire, et donc n'hésitez pas à venir à ce meet-up là, en physique, tout simplement, au sein de Weavo. Exactement, et puis pour continuer effectivement ce mois, donc c'est dans 10 jours, dans une vingtaine de jours. Dans une vingtaine de jours, on est depuis du mois. J'ai hâte d'être à Noël, c'est pour ça. Ouais, non, mais d'accord. Tout va s'enchaîner. Et pour finir, est-ce que vous aimez jouer? Non, on a compris, Réman pas du tout. Charlotte, est-ce que tu aimes jouer, jeux de société, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je sais pas si c'est un vrai oui ou si non, oui, tout à fait. Je crois qu'on attend de voir en fait, ça dépend du jeu. Non, est-ce que on a tous fait les rues quand on faisait Halloween, notamment, il y avait ce fameux jeu où on toque à la porte. Alors toi qui as vécu à New York, il le disait en anglais et il disait notamment Trick or treat. Et c'est pour ça qu'on va lancer l'Happy Hour. Et je pensais que l'Happy Hour s'appelait Trick or Treat. Bah non, c'est toujours l'Happy Hour. C'est toujours l'Happy Hour. C'est toujours l'Happy Hour. On pouvait la faire un peu à Halloween, mood Halloween. Et justement, alors je cache parce que Louis, tu vas faire partie des participants. Le jeu, c'est Trick or Treat, donc un bonbon ou un sort. D'accord. Voilà. Je me cache. Je vois que les personnes essaient de regarder. Donc c'est chacun pour soi. Le but, c'est de répondre le plus rapidement possible à la question. Si la réponse est juste, du coup, un bonbon, un treat, donc un petit bonbon. Si la réponse est fausse, un trick. Du coup, à tirer dans la citrouille sur la table qui est ici. Waouh, effet spécial. Non, mais là on a bossé. Du coup, calcul des points, c'est un point par bonne réponse. Évidemment. Tout simplement. Est-ce que c'est bon? Clair pour tout le monde? Yes. Oui. Ok. Du coup, vu les dates, c'est 3 thèmes. Globalement, il va y avoir un peu de produits, un peu d'Halloween et un peu les films d'horreur. C'est clair? C'est clair. Quelle est la suite de Fibonacci? On fait les premiers chiffres. Qui veut répondre? Tu veux répondre? Moi je suis mon produit de tout, c'est Vas-y.
1, 2, C'est 3. terminé. Allez, 0, c'est parti. 1, 2, 3. Allez, J'ai oui, j'ai du 0. coup, nous allons avoir Vous l'aviez ou pas? pioche. Mais bien sûr. Ah merde. Bon, bah, voilà, Ça, tout le monde va le dire. Avec hein. latin, bah oui, évidemment. C'est terrible. Propose le nom d'un invité pour une prochaine émission de l'After Produit. Ah, c'est Pourquoi ça tombe sur moi? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la C'est vrai ça. Je vous le pose quand même parce que vous êtes sur le plateau, vous vous dites un tel, il serait bien également ici avec nous. Même qui est pas possible. Hein. Oui, même si c'est. Moi j'aimerais bien Zinedine Zidane par exemple. Je sais pas s'il parlera très bien de produits, mais. Et pourquoi pas Zinedine Elon si tu nous entends, Elon Musk. Teresa Torres. Teresa Torres. Ok. Ben, On y pense. challenge accepted. On y On pense. va essayer d'inviter Teresa Torres. Ok. Ok. Et moi, bah, toujours pour rester à côté femme américaine, mais Marissa Meyer de Yahoo. Ah ouais. Pour parler de l'échec. Ah bah les deux en même temps. Ah oui, vous les deux, voilà. Un duel. Challenge accepté. Voilà, c'est parti. C'est un beau Bonne challenge, idée. hein. Ça marche. Quelle série parlant de morts-vivants a été diffusée pour la première fois le 31 octobre? Walking Dead. C'est une excellente réponse, Charlotte. Un point pour Charlotte. Moi, Tu peux manger. tu Ah gagnes là la là, people à incroyable. moment qui était Est-ce du côté que d'Yolène elle pendant tout. n'aime pas les bonbons en fait. Bah non, mais j'avais mon chocolat blanc dans ma poche. Tout va bien. Quelle série renverse les codes des films d'horreur en transformant le classique personnage jeune lycéenne blonde en redoutable combattante? Buffy contre les vampires. Mais elle est incroyable, C'est un sans faute. Charlotte. C'est un sans faute. 2 points. Je continue, prochain Il moment. faudrait les petits buzzers. Il faudrait les petits buzzers. Oui, c'était pas mal les buzzers. Ouais, ça les manque. buzzers. Ouais, mais on les remettra pour la C'était prochaine. les bonbons ou les buzzers. On a plus Question de budget. hein. Quel acteur ayant interprété le plus célèbre des espions de la couronne britannique nous a quittés le jour d'Halloween l'année dernière? Je fais une connerie. Mais il faut que vous vous réveilliez. Juste. Je vais mettre les réponses par là. Donc, un point pour Charlotte. Oh là là. Selon la superstition, une personne née le jour d'Halloween a quelle capacité particulière? Ah. Tic-tac. Ah, personne ne veut tirer les sorts, je vois. Sinon, je fais tirer à tout le monde les sorts. Vous êtes obligé de donner une réponse. Du coup, Charlotte, quelle réponse donnes-tu? Elle peut parler aux morts? Alors, Non. Presque. il Il y a peu. Il peut parler. Elle peut. Elle peut parler. Ouais, ça- C'est très bien. Il y a une deuxième partie, donc c'est pour l'instant c'est Mort vivant. Il n'y a pas que parler. Elle peut parler aux morts? Les Oui, faire ça ressusciter. fait partie de ça. C'est une mauvaise réponse, donc tu vas devoir tirer un gage. Tiens, la citrouille magique. Donc pour l'instant, un demi-point, on va dire, pour Charlotte. Mais je comprends. Ouais. Vas-y, Elle peut termine. parler et faire danser les morts. Et c'était les voir. Les C'est Ah. une très mauvaise réponse. On est oui. Ah non, mais moi du coup j'ai un Mais non, demi-gage. Bah non, elle a eu. C'est pas mal. Ah, c'est un demi. Je prends la Donc, moitié. Alors vas-y, Yolène. Yolène. Je sais pas si je le dis. Allez. Imite le bruit de l'internet qui démarre du temps de la DSL. C'est parti. Beatboxeuse. Qualité de la prestation selon l'appréciation de l'animateur. Ah, ça j'aime bien. Lequel J'adore du pouvoir, ouais. Ok. C'est bien. Pourquoi je suis tombée là-dessus? Ça va partir en clip Twitch, ça ira sur Ubi, ça. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Ça fait un peu On imprimé. n'avait pas même la DSL. Je croyais qu'elle Ouais, allait ça faire. Non. C'était The Final Countdown, ce que tu nous as fait, mais c'est pas grave, on n'avait pas tous les bons fournisseurs. On va être gentil, on va te mettre une note de 5 sur 10 quand Voilà. même. Parce que l'effort. Eh ben, franchement, Maltraité On est quand dur, même ici. t'es dur, Marcel. c'est pas grave. Et Est-ce que toi, vous pouvez lui Allez, moi je pioche également. C'est quoi un bon son ADSL? Vas-y, Marcel, toi qui fais du mal, vas-y, je t'en prie. Toi qui juges. Ça ressemble un peu plus à ça. C'était un peu plus ça le modèle. C'est vrai, Ok, c'est vrai, j'ai c'est vrai, pas c'est vrai. osé, j'ai pas osé. Et bah, fini l'émission sans prononcer la lettre E. J'adore. Bah, Ah bah Ouais, non. mais est-ce que ça compte les E silencieux? c'est fini. On sera sympa, on fera comme si elle y était dans ta prochaine. Bon. Ok. Encore 2 questions. À quelle famille de légumes appartiennent les citrouilles? Les cons. Ah non, les. C'est une très mauvaise réponse. Allez. Mais c'est terrible, Yolène.
Des cucurbitacées. C'est une excellente réponse. Oh, Violette. tu vas aimer. Fais des compliments à Marcel pendant 20 secondes. Oh là là, ah non mais attendez. Et ça qui y est. a fait ces sorts? Je ne sais. Alors, Je trouve que c'est lui. Il savait très bien. Je reconnais un peu ton écriture quand même. ah, pas du tout. Alors, vas-y, non mais je profite. J'aime beaucoup tes chaussures, Marcel. Merci beaucoup. Moi aussi, Et j'aime bien tes chaussures. cette émission était vraiment très agréablement bien animée. Ah, non mais non, on te Il paye est pas très du fort. tout. Non mais continue. Je crois que ça fait C'est 20 quand même secondes, pas là, mal. non C'est bon, maintenant tu peux revenir. Et donc, Charlotte a eu un point quand même, il faut le préciser. Mm. Dernière On ne question. répond plus. Quel est le mot français utilisé pour désigner une epic story? Ah, ça fait moins les malines, Suite là. de Fibonacci. Une Mais sur Gia Ah, je le sais en plus. Ah, en plus, le mot est vraiment dégueulasse, il faut Ouais. le dire. C'est. Allez, je veux une réponse. Vas-y, Le Charlotte. premier tweet pour Charlotte. Ça va être une belle traduction via un logiciel, donc une histoire magistrale. C'est une très mauvaise réponse, Charlotte. N'y échappe pas. Ça y est. Oh, on va le voir après. Allez. On va demander à Louis. Une histoire chevaleresque. C'est une très très mauvaise réponse. Alors vu que c'est le dernier, je laisse à Irène. Je suis galant. Yolène, vas-tu trouver? Non, je l'ai pas. Je crois qu'il y avait une histoire de l'orthographe de épi qui change, mais c'est pas ça. C'est autre chose. C'est une épopée. Une épopée. Ah oui. Il y a des gens qui Je- l'utilisent du coup. Pourquoi Bah, ceux qui ont géré en français, D'accord. malheureusement, il y en a certains. Une épopée. Ouais, Une épopée. complètement. Ah, c'est une bonne traduction. Pourquoi Je- pas? Ouais, c'est pas mal. Après tout. J'arrive pas à lire. Imite un emoji. Ah oui. Ah, T'as eu les plus faciles ce soir, Irène. ok. Bah. Ça marche. Regarde caméra, le smile. on adore. Vas-y, regarde la caméra. Refais. C'est le sourire. C'est le sourire belle. C'est parfait. C'est la fin On de l'émission. on hein. ne t'a pas oublié. Charlotte. Récite l'alphabet à l'envers. Donc, j'ai une ardoise. C'est parfait. Alors, Donc Z, Y, X. Mais on va couper parce que On vérifiera pas de ça. W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, elle est en train de faire un. Ouais, M. ouais. On la laisse elle, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, A. Mais c'est Ça- ça. Et on ne voilà. saura jamais. On a fait Oui, alors là, c'est parmi les plus grandes performances. de Ouais, l'histoire je de le la produis si vous voulez. Maintenant, en grec. Voilà. Alors, On a des personnes dans le chat qui Oui. nous disent j'ai honte d'avoir utilisé Gérard en français dans ma vie. Donc par rapport Ah. soyons Soyons fiers. Ouais. fiers De d'être notre- français et de notre langage culturel. Évidemment. culturel. Maintenant, on parlera qu'en épopée et en histoire utilisateur. Histoire utilisateur. Et Voilà. ça va être terrible. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Charlotte et Yolène. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. J'espère que vous avez passé, on espère évidemment que vous avez passé une belle soirée, une belle émission. ouais. Ça va. Merci beaucoup. Oui, Et bah, super de pouvoir parler Product Ops complètement. ensemble. Je sens que ça va continuer après. Ah hein. ouais, Un voilà. petit verre. Ça a ouvert des portes là. Mais toi, t'as fait ça, oh mon dieu. On espère surtout que ça vous a plu à vous dans le chat, évidemment. Que vous avez été nombreux à. Merci beaucoup, évidemment, pour vos questions dans le chat. Voilà, on espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Évidemment, le Product Ops, c'est un vaste sujet. On a tenté de vous apporter un max d'infos. On va voir comment, dans les prochains mois et prochaines années, évidemment, ce job va se développer. N'hésitez pas à nous contacter, évidemment, si vous voulez avoir des renseignements sur ce qu'on s'est dit. On sera ravis évidemment d'en rediscuter. Merci du coup pour votre suivi de l'émission. Merci aussi au ticket. Merci Ouais, à la régie aussi qui est ici présente. Gros bisous à vous. On se retrouve donc le 23 en physique déjà Eh oui. pour finir ce mois Product Ops. Et le mois prochain, on Et se ouais. retrouve le 1er décembre et oui. avec Très Benoît joli. Poro qui est CPO chez Ocus. Et Renaud Elgozi qui est Head of Product chez Mythic.
Voilà, donc du coup, une très belle émission également qui s'annonce. On vous teasera évidemment pendant le mois de novembre. Vous connaissez le process. On vous dévoilera sous peu la thématique. Mais effectivement, sur ce même plateau, Renaud et Benoît. On a hâte de les accueillir également. Merci à tous. Merci infiniment. Merci Merci. beaucoup d'avoir Merci Charlotte. Merci Et tout le on monde. se retrouve le mois prochain. Ciao tout le À monde. très bientôt. Salut. Bam.